Bonsoir et bienvenue à l'auditorium en ligne de la Cité des sciences et de l'industrie. J'espère que vous allez toutes et tous bien malgré les circonstances. Depuis la semaine dernière, beaucoup de changements. C'est le printemps et sans transition, j'ai le plaisir de vous retrouver ce soir pour la dernière séance de notre cycle de conférences Le monde sous toutes ses mesures. Alors, je vous rappelle que nous traitons jusqu'en juin la thématique grandeur et des mesures. Vous pouvez retrouver tout le programme sur notre site internet. Et de notre côté, pour conclure nos découvertes autour des mesures ce semestre, eh bien, nous vous proposons une séance intitulée « Société sous la toise du Big Data ». Pour cet éclairage, nous recevons Pauline Givors. Pauline, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct. Je suis ravie de vous accueillir malgré la distance qui nous sépare. Pauline, vous êtes économiste à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du Travail, la DARES. Et ce soir, vous nous parlez de la mesure en sciences sociales. Pour ma part, je vous transmettrai les questions de nos auditrices et auditeurs en ligne après votre présentation. Donc, vous qui nous suivez, surtout n'hésitez pas, vos commentaires, vos questions. Ils me sont transmis en direct pendant la présentation. Et bien, sans plus attendre, je vais vous laisser la parole, Pauline, avec peut-être cette première question. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce qu'on mesure et sur ce qu'on mesure en sciences sociales et ce que signifient tous ces chiffres qu'on peut rencontrer? Merci. Oui, tout à fait. Merci donc de me permettre de présenter aujourd'hui. Donc, effectivement, quand on lit le journal, quand on écoute la radio, quand on regarde les actualités sur Internet ou à la télé, on a l'impression d'être submergé de chiffres. Donc, on sait que le chômage est à 8%, l'inflation est de retour, il y a une montée de la précarité. Donc, on a vraiment cette avalanche. Donc, c'est parfois difficile de s'y retrouver. Et sachant que d'un autre côté, c'est aussi une situation normale puisque ces chiffres, ces statistiques sont des données importantes pour guider les politiques et puis aussi pour le citoyen, je pense, pour avoir une vision plus globale de la situation du pays, la société, de l'économie, qui sortent un peu qui est difficile à appréhender de son seul point de vue, chacun voit un peu autour de sa bulle et on n'a pas forcément une vision générale de la société dans son ensemble. Pour prendre un exemple, un salarié, un cadre inséré dans son entreprise n'aura pas forcément une vision de la montée de la précarité ou du chômage si ça ne va pas directement. On connaît très bien le prix de la baguette de pain et on sait quand elle augmente parce qu'on s'en occupe souvent, mais on n'a pas forcément une vision générale de l'ensemble des prix. Mais donc c'est pour ça aussi, c'est important d'avoir tous ces chiffres, mais c'est aussi important que de bien comprendre qu'est-ce qui mesure pour que effectivement on ait tous une vision partagée de ces chiffres. Et alors on sait sans doute, certains d'entre vous le savent peut-être, cette vision partagée n'est pas. Il y a eu des controverses souvent sur certains chiffres qui peuvent apparaître de manière régulière dans le débat public. Alors je cite, même si je ne me l'approprie pas, le mot qu'on attribue à Mark Twain, donc cet écrivain américain de la fin du 19e, qui a trois sortes de mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Alors, je ne pense pas que cette définition soit tout à fait vraie, mais ça traduit effectivement la méfiance parfois, ou en tout cas les controverses qu'on peut avoir sur certains chiffres. Et à mon sens, cet écart vient du fait d'une part qu'il est difficile de mesurer avec un seul indicateur une réalité qui est forcément complexe, et aussi de la nécessité de se définir un mode commun pour bien comprendre. Et donc ça sera, je partirai à partir d'un exemple pour revenir sur qu'est-ce qu'on mesure effectivement quand on mesure un phénomène social ou une réalité économique. Alors ensuite, après la question de qu'est-ce qu'on mesure, l'autre question importante, c'est comment on mesure. Donc traditionnellement, c'est souvent dans la plupart des pays, il y a des instituts de statistiques publiques, statistiques officielles. Donc
Le plus important en France, c'est l'INSEE, donc vous avez peut-être entendu parler. Et puis, bon, il y a d'autres instituts de recherche qui publient aussi des données, des statistiques sur la réalité socio-économique dans le pays. Mais voilà, on a ces données et qui sont traditionnellement surtout construites à partir des enquêtes. Donc, je serai plus spécifique plus tard. Mais sur la période récente, donc ça abordera ma troisième partie de mon exposé, on a de plus en plus l'apparition de nouvelles sources de données qui sont apparues avec le développement, l'explosion du numérique, et qui se traduisent par le fait qu'on a de plus en plus de chiffres, par exemple Google, ou des opérateurs de téléphonie mobile peuvent produire de la connaissance sur la société, et on a cette un peu de plus en plus de chiffres qui apparaissent, et je pense que c'est important de se poser la question de pourquoi, qu'est-ce qu'ils mesurent et comment est-ce qu'effectivement ces big data, donc j'essaierai de vous décrire ce qui signifie, parce que c'est un mot qu'on entend un peu souvent, signifie et peuvent être utilisés effectivement ou pas, quels sont leurs avantages, quelles sont leurs limites pour décrire les phénomènes sociaux qui nous intéressent. Mais donc, je vais commencer avant d'aller sur cette dimension par la première question qui est, encore une fois, comment est-ce qu'on mesure des phénomènes sociaux? Alors, je pense que, encore une fois, c'est quoi une bonne mesure en sciences sociales ou en économie? Donc, comme je dis, l'important des statistiques, c'est de permettre de se donner des repères à la fois pour les citoyens ou pour les décideurs, pour éclairer le débat public et pour permettre à chacun d'avoir une vision objective de la société. Donc ça, c'est un objectif qui a été beaucoup discuté, et je pense que un point de repère important, intéressant pour la définition de la qualité statistique des chiffres qu'on utilise. C'est donné par l'article 12 d'un règlement qui a été pris en 2009 par la Commission européenne et qui fixe 7 critères de qualité pour les chiffres qui sont produits par la statistique publique. Donc, il y a 7 critères, je ne vais pas tous les détailler, il y en a qui sont un peu plus techniques, mais je voudrais revenir sur 4 critères principaux dont je voudrais discuter, vous parler maintenant, qui sont l'actualité, l'exactitude, la comparabilité et la clarté ou la pertinence. Donc, l'actualité, c'est l'idée que les chiffres doivent être arrivés suffisamment à temps pour être par rapport au phénomène qu'ils mesurent. Donc l'idée, c'est vraiment que, encore une fois, quand on est dans cette idée de guider et d'éclairer le débat public, on sent bien, par exemple, qu'avoir un taux de chômage dans les années 80, c'est quelque chose qui est intéressant sur le plan historique, mais qui va pas beaucoup nous enseigner sur la situation actuelle. Donc on a besoin d'avoir des chiffres sur la situation courante le plus rapidement possible pour pouvoir éclairer la situation. Le deuxième critère qui est important aussi, c'est l'exactitude. Donc l'exactitude, c'est en gros que les chiffres qu'on produise correspondent effectivement, mesurent bien, sans trop d'écart, avec la réalité qu'on souhaite mesurer. Donc ça, c'est une notion dont je reviendrai un peu. Le troisième critère qui me paraît important, c'est la notion de comparabilité. Donc, avoir des données comparables, ça veut dire que on peut, les chiffres qu'on produit sur une certaine mesure peuvent être comparables déjà entre différentes zones géographiques, par exemple différents pays, mais aussi différentes régions, et puis comparables dans le temps, puisque si on parle de montée du chômage ou de baisse de l'inflation, etc., il faut être sûr qu'effectivement on compare des choses qui se passent on mesure pas des choux et des carottes, on compare pas des choux et des carottes, et qu'on parle effectivement de la même chose. Et puis mon quatrième critère, il y en a 2, mais c'est un peu ils sont rassemblés en un seul article dans le règlement que j'évoque, c'est la pertinence et la clarté.
Donc la pertinence, c'est l'idée que ces indicateurs correspondent à un besoin effectif de d'éclairage pour les citoyens et qu'ils soient clairement interprétables par les citoyens, c'est-à-dire qu'ils correspondent effectivement, qu'on peut vraiment à partir de ces chiffres développer une compréhension du phénomène que on souhaite mesurer. Bon, après, il y a trois autres articles qui sont plus techniques et sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Alors, cette notion de pertinence et de clarté, je pense que c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête. C'est l'idée surtout que que chacun comprenne de quoi on parle et quand on parle d'un phénomène social ou économique. Et pourquoi ça peut être plus difficile dans le champ des sciences sociales ou d'avoir ce langage commun. C'est que je pense qu'il est important d'avoir en tête que quand on parle de phénomènes sociaux comme la discrimination, les ségrégations, le chômage, les classes sociales, qu'est-ce qu'une classe moyenne? On a des notions qui sont finalement plus difficiles à appréhender que quand on parle de phénomènes physiques ou d'une certaine manière on parle d'une réalité qui existe en tant que telle. Enfin, quand on parle de la température, des grandeurs, alors le temps, on pourrait peut-être plus en discuter sur la notion, mais en tout cas, on parle d'une réalité extérieure à nos sociétés, sur lesquelles la question de la mesure va porter essentiellement sur celle des bons instruments pour approcher au mieux ces grandeurs. Quand on parle de phénomènes sociaux ou économiques, comme je le citais tout à l'heure, les classes sociales, le chômage, la classe moyenne, c'était pour reprendre un débat récent dans le débat, une question récente dans le débat public. On a des notions qui correspondent à quelque chose, je ne sais pas pour dire qu'elles ne correspondent à rien, mais qui sont qui correspondent en partie à des notions plus abstraites, plus des concepts, et qu'il s'agit de bien cerner et pour les mesurer tel qu'on souhaite le faire avec ces statistiques, on va devoir d'une certaine manière formater pour être sûr de bien que chacun se doter d'un langage commun pour que quand on parle de ces concepts, chacun on parle encore bien exactement de la même chose pour être sûr que ce qui est mesuré parle et soit interprétable par tous. Alors, pour citer le mot d'Alain Desrosières, qui est un grand historien de la quantification, quand on parle de sciences sociales, la mesure en sciences sociales, la quantification en sociales, on est d'une certaine manière, on doit d'abord poser, encore une fois, se doter d'un langage commun. Et donc, pour décrire le phénomène qui nous intéresse, on va devoir poser une convention, on va convenir d'une définition. Et c'est à partir de là qu'on pourra mesurer. Donc, quantifier en sciences sociales, c'est convenir puis mesurer. Et donc, on a besoin de se donner une manière de définir les concepts. Encore une fois, ce n'est pas que ces phénomènes sociaux n'existent pas, mais qu'ils peuvent être vus de différentes manières et qu'il faut se mettre d'accord sur la manière de mesurer. Alors, je vais partir peut-être pour être plus précise, parce que c'est forcément assez abstrait, c'est défini ainsi. Je voudrais partir d'un exemple que j'ai choisi volontairement parce qu'il est à la fois très simple, en tout cas il paraît intuitivement très simple, et puis aussi parce que c'est des choses qu'on a souvent, donc on parle souvent des chiffres du chômage, qu'on entend beaucoup dans le débat public, pour justement illustrer que même sur quelque chose qui peut paraître assez simple, cette question peut apparaître. Alors, le taux de chômage. Le taux de chômage, vous le savez peut-être, c'est donc un chiffre qu'on entend très souvent, et donc ça correspond au rapport entre le nombre de chômeurs en France rapporté au nombre de personnes actives
Donc les personnes actives, c'est tiré d'une partition de la population en fait, en 3 parties. Donc les actifs qui ont un emploi, c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent, et les chômeurs. Donc les chômeurs et les actifs en emploi, c'est les populations actives, c'est la population active. Et par ailleurs, on a le troisième bout, c'est les inactifs. Donc c'est les personnes qui ne travaillent pas. Donc ça va être les étudiants, les retraités, les personnes, les femmes au foyer, par exemple. Donc voilà. Donc on a cette partition. Et donc encore une fois, le taux de chômage, c'est le rapport entre ça. Alors pour définir le taux de chômage, donc il faut avoir le nombre de chômeurs et puis le nombre d'actifs ayant un emploi. Donc ça conduit évidemment à se poser d'abord la question de qu'est-ce qu'un chômeur. Alors ça paraît une question assez triviale et très simple, puisque bon voilà, si vous posez la question à n'importe qui, je pense qu'on dira c'est facile. Un chômeur, c'est une personne qui n'a pas d'emploi alors qu'il souhaiterait en occuper un. Mais en pratique, cette définition qui paraît très simple, et cette partition entre les actifs ayant un emploi, les chômeurs et les inactifs est plus complexe qu'on y croit quand on y réfléchit. En particulier, vous allez, si vous pensez à un étudiant qui pour arrondir ses fins de mois fait des livraisons à vélo pour un site de livraison, dans quelle catégorie on va le mettre? Un chômeur, un musicien qui a un statut d'intermittent et répète ou fait des est-ce que c'est un chômeur parce qu'il perçoit des allocations chômage, ou on peut considérer que ces répétitions ou la création est une activité. Donc on a toute une palette de situations qui fait que il est parfois plus difficile qu'on le croit d'identifier des personnes, de distinguer entre personnes inactives, personnes chômeurs ou actifs occupés. Par ailleurs, on a aussi une notion où il va falloir se fixer, avec le développement de la précarité, par exemple, il y a des gens qui peuvent alterner très fréquemment entre les périodes de chômage et d'emploi, en alternant les emplois courts et puis les périodes sans emploi. Et donc, c'est important d'avoir une période de référence pour se fixer à quel moment on compte, à quelle période se réfère le taux de chômage, puisque ça peut bouger très vite. Donc, c'est pour ça que a été décidé il y a très longtemps en France, c'est une définition qui est utilisée depuis 1975, une définition qui est encore une fois essaye de répondre à la question. On se donne une convention sur ce qui est un chômeur qui va être défini par le Bureau international du travail. Donc à l'époque où cette définition a été trouvée, ça s'appelait encore l'Organisation internationale du travail, mais c'est une organisation très ancienne et qui se définit donc qui a donc défini le chômage au sens du BIT, donc c'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu, et qui a l'avantage de fixer donc des définitions de manière très précise qui permettent d'être comparables encore une fois dans le temps. Donc on a on peut remonter jusque 1975 en France et puis entre les différents pays. Alors, plus précisément, cette définition au sens du Bureau international du travail va définir les chômeurs à partir de 3 critères. Donc, les chômeurs, quelqu'un qui a de plus de 15 ans, qui n'a pas exercé d'activité rémunérée lors d'une semaine de référence, donc pas d'activité rémunérée, c'est-à-dire qu'il n'a même pas travaillé 1 heure, qui est disponible pour travailler, pour occuper un emploi dans les 15 jours qui suivent, et qui a fait des démarches actives de recherche d'emploi dans le mois précédent la date à laquelle on s'intéresse. Donc voilà, donc on a ces 3 critères qui sont, comme vous voyez, très précis, mais qui ont l'avantage d'être comparables entre tous. Alors, évidemment, cette définition,
tout le monde, on peut se dire que ça a le mérite d'être précis, mais du coup, elle est aussi, on peut considérer qu'elle est très restrictive au sens où ne travailler qu'une heure. La soeur, on peut avoir peut avoir des personnes qui ont travaillé quelques heures qu'elles ont pu trouver ou qui sont à temps partiel et qui souhaiteraient travailler plus et qui ne sont pourtant recherchent d'autres emplois et on aurait envie de les considérer. Et à contrario, on peut aussi avoir des gens qui ne sont pas forcément disponibles mais qui n'ont pas d'emploi et qu'on n'a pas envie de classer comme inactifs comme le fait cette définition. Donc c'est pour cette raison que, en général, l'INSEE, qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui est l'organisme en France qui produit, qui publie, qui calcule, qui estime ce taux de chômage au sens du BIT, produit également, met également à disposition, même s'ils sont moins commentés, d'autres chiffres qui sont d'une part le sous-emploi. Donc le sous-emploi, c'est en grande partie ces personnes qui sont à temps partiel mais qui aimeraient travailler plus, par exemple, qui voudraient ce qu'on appelle le halo autour du chômage. Donc le halo autour du chômage, c'est toutes ces personnes qui n'ont pas d'emploi, mais qui ne correspondent pas aux 3 critères définis par le Bureau international du travail, donc qui ont peut-être un peu travaillé, qui sont travaillés, mais qui sont pas disponibles ou qui n'ont pas fait des démarches actives dans la période récente parce que par exemple elles sont malades ou pour tout un ensemble où c'est des chômeurs découragés et donc on peut avoir donc en fait on va avoir ce halo qui est assez conséquent sur les derniers chiffres. Alors je vais pas vous donner les chiffres exacts, mais en ordre de grandeur de ma dernière lecture des chiffres INSEE, on a à peu près 2,4 millions de chômeurs en France et le halo c'est 1,3. Enfin, je n'ai pas le chiffre exact, mais on est quand même quelque chose d'assez conséquent également. Voilà. Donc ça c'est sur la mesure du chômage. Donc comme je vous ai dit, on peut mesurer. Alors, est-ce que vous pouvez juste descendre un tout petit peu peut-être votre micro, Pauline, parce qu'on a un tout petit peu de chupotage dû à la proximité. Voilà, super. Là, c'est mieux. Et du coup, si je devais résumer ce que vous venez de dire, je dirais que pour mesurer des phénomènes sociaux, du coup, il est important et donc parfois difficile de bien préciser ce qu'on veut mesurer. Mais une fois que vous avez bien précisé ce que vous souhaitez mesurer, quels sont les instruments que vous utilisez pour faire ces mesures ? Merci. Donc effectivement, donc là on a cette mesure. Donc traditionnellement, donc sur le, depuis au moins la deuxième moitié du XXe siècle, les outils pour mesurer des grandeurs en sciences sociales ou économiques, donc pour produire ces statistiques. Sont les enquêtes statistiques. Donc les enquêtes statistiques, c'est quoi? On a montré que, alors, l'idée c'est de mesurer une grandeur, par exemple le nombre de chômeurs ou les déplacements ou le ressenti ou les salaires ou tout un ensemble, le mode de transport, etc. On peut poser les questions à l'ensemble de la population. Ça c'est les recensements, par exemple, c'est quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps. Mais évidemment les recensements c'est très très coûteux, ça mobilise beaucoup il faut aller des enquêteurs pour enquêter tout le monde, etc. C'est très coûteux. Et on a montré que on peut avoir une bonne approximation de ce qui nous intéresse à partir de ce qu'on appelle les enquêtes statistiques. Donc les enquêtes statistiques, c'est quoi? C'est on a on connaît toute la population, mais on va tirer au hasard, aléatoirement, seulement certaines, juste une petite proportion de cette population à qui on va poser
les questions qui nous intéressent, et on peut montrer que si effectivement ce tirage est fait de manière totalement au hasard, enfin c'est un peu plus compliqué que ça, mais pour simplifier, on aura une bonne mesure des grandeurs qui nous intéressent. Alors l'avantage, encore une fois, et par ailleurs, enfin pour l'avantage des enquêtes, c'est qu'on peut mesurer précisément ce qui nous intéresse. Quand je parlais du chômage, de la mesure du chômage au sens du Bureau international du travail, du taux de chômage BIT, on a en France, c'est fait par l'INSEE, qui a une enquête qui s'appelle l'enquête emploi et qui pose très précisément toutes ces questions, donc pour mesurer les 3 critères. Donc est-ce que les personnes ont travaillé ne serait-ce qu'une heure la semaine précédant l'enquête, est-ce qu'ils sont disponibles pour occuper un emploi dans les 15 jours, et est-ce qu'ils ont fait des démarches actives pour trouver un emploi. Donc il y a une liste de ces démarches actives. Donc là, on peut mesurer vraiment très précisément par rapport à ce qui nous intéresse. Alors l'inconvénient, par contre, de cette mesure avec une enquête, c'est que évidemment c'est très lourd à mettre en place. C'est-à-dire qu'on va, enfin pour l'enquête emploi, par exemple, on a à peu près plus de 100 000 personnes qui vont être interrogées chaque trimestre. Donc, c'est quelque chose qui est assez conséquent à mettre en œuvre. Ça veut dire aussi que on interroge les gens pendant très longtemps. Donc, je pense que vous avez tous été déjà sollicités pour des enquêtes, alors pas forcément des enquêtes de la statistique publique, mais en général, on n'a pas forcément beaucoup de temps à accorder pour décrire toute son activité sur différents sujets. Et puis, il y a tout un coup aussi de traitement statistique. Il faut tirer, donc comme je l'ai dit, tirer cet échantillon. Donc ça a un coût. Après, interroger les gens, utiliser donc souvent avoir des enquêteurs qui vont poser ces questionnaires. On doit après retraiter les réponses. Souvent, le fait que justement ça soit très lourd, toutes les personnes ne veulent pas répondre, et donc on doit tenir compte du fait qu'on a ces problèmes de non-réponse qui peuvent être traités en tout cas redressés par des traitements statistiques, mais ça prend du temps, et donc souvent on a un décalage par rapport à la mesure qui nous intéresse. Donc c'est pour ça que on a progressivement utilisé des sources complémentaires pour produire des indicateurs ça s'est développé depuis les années 70. Depuis les années 70, disons, on a avec le développement de l'informatique, accès de plus en plus facilement à beaucoup d'informations auxquelles on n'avait pas forcément, qui pouvaient être complexes à obtenir avant, mais qui sont liées au fait en particulier que toutes les administrations ont des logiciels de gestion qui font qu'on enregistre des informations sur toutes les personnes qui sont bénéficiaires, et donc on a indirectement ces données de gestion qui fournissent des informations sur le comportement. Et je peux me permettre, du coup, j'en profite sur cette petite pause de vous demander s'il n'y a pas un risque sur ces enregistrements, sur ces stockages de données, leur utilisation. Est-ce qu'il n'y a pas un petit effet un peu Big Brother à craindre dans cette utilisation ? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, c'est une question très sensible. Alors, ça va pas être le cœur de mon exposé, mais effectivement, on a cette question de l'utilisation de données qui n'ont pas, qui n'ont pas été faites. Les citoyens peuvent légitimement se poser des questions. Donc, c'est une question qui a été très sensible en France et traitée très vite, très très tôt. Dès la fin des années 70, il y a eu la loi informatique et liberté qui encadrait très strictement l'utilisation de ces données par l'État et d'une manière générale, avec une information nécessaire, la création de la CNIL, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Et puis plus récemment, avec le développement d'Internet et puis le développement de ces problématiques, là c'est au niveau européen, donc vous avez sans doute entendu parler du règlement RGPD, donc du règlement général de protection des données, qui encadre également l'utilisation de ces données
en particulier Internet, pour pas uniquement les données administratives qui était plutôt l'origine de la CNIL. Voilà. Bon, je ferme cette parenthèse qui, encore une fois, est une dimension importante, mais va pas être le cœur de l'exposé aujourd'hui. Alors, juste pour revenir justement sur l'utilisation des données administratives pour ma question donc de mesure du chômage. Donc, j'ai dit, on a donc la mesure du chômage, c'est principalement taux de chômage BIT à partir de notre définition, à partir de l'enquête, d'une enquête emploi. Mais on a aussi directement une mesure du nombre de chômeurs, enfin en tout cas de la plupart des chômeurs à partir des registres de notre principale agence pour l'emploi, donc Pôle emploi, qui tous les chômeurs pour bénéficier des allocations doivent s'inscrire à Pôle emploi. Et donc ça, à partir du nombre de personnes qui sont inscrites à une date donnée, donc on peut avoir une indication du nombre de chômeurs. Donc on a effectivement tous les mois, donc beaucoup plus rapidement une mesure de ce qu'on appelle donc les DEFM, donc les demandeurs d'emploi en fin de mois, qui sont publiés tous les mois. Donc, alors après, encore une fois, par rapport à ma question tout à l'heure, qui était que il nous faut nous définir un concept précis pour être sûr de ce qu'on mesure est comparable. Donc l'avantage ici, c'est qu'on a des données qui sont d'une certaine manière, alors c'est pas aussi simple que ça en réalité, mais qui sont assez naturellement disponibles sans avoir à mettre en œuvre une procédure très complexe pour obtenir ces informations-là. Mais ça correspond à à des définitions qui peuvent être plus partiales, et en particulier donc si ça correspond pas exactement à notre définition du taux de chômage au sens du BIT. Donc en termes de comparaison par exemple entre pays, on a toujours un risque que si les données qui sont construites dans les autres pays, les règles d'indemnisation par exemple des chômeurs ne sont pas les mêmes, on ne pourra pas comparer entre pays, ce qui est on pourrait dire c'est embêtant, mais pas moins crucial au sens au sens juste français. Mais même en termes de, pour ce qui nous intéresse, on peut avoir, le problème des données administratives, c'est que ce qu'on va mesurer va aussi dépendre des règles de gestion de ces administrations. Et donc on peut avoir des évolutions du nombre de chômeurs, par exemple, qui vont dépendre des règles d'indemnisation ou de la manière dont les chômeurs vont être catégorisés entre ceux qui cherchent vraiment un emploi et qui ont vraiment fait des démarches actives. Et effectivement, dans le passé, on peut avoir observé des fortes variations qui n'étaient pas liées forcément à une évolution réelle, mais plutôt à des évolutions des règles. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement donc une indication importante. Donc les données administratives, ça renseigne sur, ça donne beaucoup d'informations de manière indirecte, donc qui peuvent être moins coûteuses à collecter, mais avec le risque de moins avoir la maîtrise sur le concept qu'on mesure et donc d'être moins facilement interprétable par rapport à ce qui nous intéresse. Alors ça, c'est encore une fois la principale, les deux principaux modes de mesure des chiffres jusqu'à présent. Et puis c'est cette dimension autour de comment est-ce qu'on peut obtenir de l'information sans avoir besoin de recourir à un dispositif lourd et complexe. C'est encore développé avec ce qu'on a appelé les big data. Donc les big data, qu'est-ce que c'est? Donc c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu, mais je vais essayer de le définir un peu plus précisément. Donc, big data, donc grosses données ou méga données en français, c'est quelque chose, c'est encore une fois lié au développement du numérique. On a l'habitude, depuis, donc c'est un terme qui s'est beaucoup popularisé sur les 20 dernières années, même s'il y a eu des occurrences avant de ce terme. Et on a l'habitude de dire que ce sont des données qui répondent à la règle des 3 V.
Donc les 3 V, c'est pour donc le premier V, c'est volume, donc c'est des données qui sont très volumineuses, donc c'est un peu, on voit bien, enfin quand on parle de big data, on voit bien que ça va venir. C'est aussi des données qui sont très variées. Donc le deuxième V, c'est pour variété. Donc effectivement, ça peut être des sources qui vont être de formats très variés. Donc ça peut être autant des données internet que des formats texte, des images. Donc c'est souvent des données beaucoup moins formatées que celles qu'on a l'habitude d'utiliser. Enfin, qu'on avait l'habitude d'utiliser. Je vais être un peu plus explicite juste après. Et puis, le 3e V, c'est vélocité. Donc, vélocité, c'est l'idée que c'est des données qui sont à flux, qui sont très obtenues, qu'on peut avoir à très haute fréquence, donc de manière très rapide. Et donc, l'intérêt de ces données, donc je vais peut-être rentrer dans peut-être avec des exemples un peu plus pour vous donner une idée un peu plus précise. Donc, j'ai utilisé une classification qui avait été faite par l'Institut de statistique européen, mais bon, on peut en avoir d'autres. Mais en disant qu'il y a on peut voir un peu 3 grandes sources de big data auxquelles on peut penser pour produire de l'information, enfin, en tout cas pour apporter pour espérer obtenir de l'information sur les phénomènes sociaux et économiques. Donc, d'une part, celles qui viennent d'Internet, donc ça peut être des sites, des réseaux sociaux, les sites d'offres d'emploi, les sites commerciaux sur lesquels on peut récupérer des prix, les moteurs de recherche. Donc, je donnerai des exemples plus tard. Et donc, l'idée, c'est qu'avec toutes ces données, on va peut-être pouvoir obtenir des informations intéressantes sur les comportements. Je serai plus explicite tout à l'heure. Un autre grande source de big data qui peuvent être considérées comme intéressantes, ça va être les enregistrements commerciaux. Donc ça peut être les facturettes, donc les données de caisse que vous avez quand vous sortez, enfin quand vous faites des achats dans la plupart des commerces, il y a des enregistrements et par exemple l'INSEE depuis quelque temps mesure l'indice des prix. Donc c'est l'INSEE qui produit l'indice des prix dont on entend parfois parler. Donc traditionnellement, je ne vais pas rentrer dans la construction, mais on peut avoir des mesures à partir des prix des enquêteurs qui vont dans les magasins mesurer les prix, mais on peut avoir de manière beaucoup plus, l'INSEE maintenant utilise en partie des données récoltées soit par Internet, soit justement par ces données de caisse, donc par la liste des prix tels qu'ils figurent dans les achats commerciaux. Puis on peut avoir des données de carte bancaire, données sur la consommation électrique par exemple à partir des facturations. Donc voilà, on a tout cet ensemble aussi de données. Et puis un troisième source qui a été considérée comme intéressante pour les instituts de statistique publique, c'est tout ce qui est ici des capteurs. Donc ça peut être les données de téléphonie mobile, je donnerai des exemples tout à l'heure, les données satellites, par exemple. Alors c'est pas quelque chose qui est en France par exemple, les données satellites peuvent être utilisées pour qualifier les territoires ou les zones rurales, les types de récoltes. On peut avoir des données, on peut je pense à une étude, alors pas sur la France, mais qui mesurait le taux de pauvreté au Nigeria en fonction de données satellites à partir des zones qui étaient éclairées ou pas. Donc voilà, donc on peut avoir ce type d'utilisation. Et puis on a des capteurs routiers par exemple pour mesurer la fréquence des déplacements, etc. Donc ça, c'est des données qui n'ont pas été créées pour mesurer ces phénomènes sociaux, mais qui peuvent être utilisées indirectement. Et donc ça, l'avantage qui a été vu pour utiliser ces données, ces big data pour mesurer des phénomènes sociaux ou économiques, c'est d'une part donc le fait qu'on ait cet énorme volume fait qu'on peut obtenir ce qu'on appelle une meilleure granularité. Donc l'idée c'est qu'on peut alors qu'avec une enquête par définition on interroge qu'une
petite partie de la population, et donc ça va être difficile d'isoler des sous-populations pour avoir des mesures très précises. Si on a avec l'ensemble de ces données, on peut espérer, comme c'est très très volumineux, pouvoir faire des zooms sur certaines catégories, sur certains territoires surtout. Donc ça peut être intéressant à ce titre. Et puis l'autre dimension qui est intéressante, c'est la vélocité. Donc cette idée qu'on a des données à très haute fréquence, donc très très fréquemment et très vite, ça va permettre, et ça je rentrerai un peu plus dans le détail tout à l'heure, de mesurer très vite des phénomènes. Alors que, encore une fois, qu'on a cette idée d'actualité des statistiques, on a envie de pouvoir mesurer vite certaines mesures, phénomènes sociaux ou économiques, et c'est important de pouvoir le faire vite. Alors peut-être je vais prendre des exemples pour rendre les choses peut-être un peu plus concrètes. Alors pour rester dans mon exemple sur la mesure du chômage, je vais partir d'un exemple qui a été, effectivement, une étude qui a été faite dans certains pays. Donc, pourquoi est-ce que les données Internet, par exemple, peuvent être utiles pour mesurer certains phénomènes, en tout cas les évolutions de certains phénomènes sociaux? Cette intuition, elle est partie de l'idée que en général, maintenant, pour beaucoup de gens, le premier réflexe quand il se passe quelque chose, c'est de faire une recherche Internet. Donc, on a vraiment et du coup, les recherches Internet que font les gens, c'est vraisemblablement un indicateur, un signal faible de leur comportement ou de ce qui se passe dans leur vie à ce moment-là. Et donc, typiquement, alors là, j'ai pris l'image d'un moteur de recherche très très célèbre qui a développé un outil qui s'appelle Google Trends et qui part de cette intuition qui est que on peut savoir un peu ce qui se passe à certaines zones, à certains moments, à partir de la fréquence des termes qui sont recherchés par les internautes d'une manière générale. Donc là, si vous allez chercher, c'est quelque chose, je ne sais pas du tout pour faire de la pub, mais il se trouve que c'est un outil qui existe, et donc vous avez cet outil et vous pouvez, là j'ai fait une copie d'écran, vous pouvez taper le terme qui vous intéresse et vous avez une idée de sa popularité. Donc là, par exemple, j'avais fait la recherche sur allocation chômage, donc avec cette idée que si quelqu'un vient de perdre son emploi, il est vraisemblable qu'il commencera par se renseigner sur comment faire pour s'inscrire au chômage et puis bénéficier d'allocations. Donc là, c'est sur les 5 dernières années, donc l'outil Google Trends que je viens de vous montrer. Donc là, j'ai tapé allocation chômage et puis ça donne une image de l'évolution du terme sur les 5 dernières années. Donc on voit que c'est très bruité, mais bon, ça a eu tendance, alors je sais pas si vous le voyez parce que moi je me vois sur ça, mais ça a eu tendance plutôt à augmenter sur la période récente ce qui traduit effectivement une situation. Et donc cette intuition, ça peut être utilisé, ça a été utilisé au Royaume-Uni, puis on avait testé ça aussi en France pour se dire que effectivement, quand il y a plus de gens qui tombent au chômage, il y a mécaniquement, on s'attend à ce qu'il y ait aussi plus de gens qui recherchent certains termes qui ont trait au chômage, et ça peut aider à mesurer plus vite les évolutions du taux de chômage que ce qu'on fait d'habitude quand on met en place ces enquêtes très lourdes, qui feront une bonne mesure précise, mais qui mettent parfois du temps à arriver. Et donc là, c'est effectivement quelque chose qu'on avait observé. Donc là, dans cette étude, donc là, ces 2 courbes montrent depuis 2004 jusqu'en 2017. Donc en rouge, c'est le taux de chômage au sens du Bureau international du travail, donc le taux que je vous détaillais tout à l'heure. Et en vert, vous avez les évolutions
de la requête allocation chômage sur l'outil Google Trends que je viens de vous présenter. Et donc, ce que vous voyez, c'est que c'est pas exactement pareil, mais en gros, ça suit, c'est assez corrélé, on dit, c'est-à-dire que ça a plutôt monté quand quand le taux de chômage montait, et puis c'était plutôt bas là, etc. Mais après, effectivement, c'est pas parfait, donc c'est une indication. Mais c'est quelque chose qui n'est pas qui nous renseignera pas exactement sur ce qu'on veut mesurer, mais qui peut être un indicateur avancé du phénomène qu'on veut mesurer. Enfin, en tout cas, avec toutes les limites qu'on peut y mettre. Alors un autre exemple que je trouve intéressant sur l'utilisation de ces big data pour mesurer. Donc là, je vais toujours rester dans le champ de l'emploi. C'est d'aller un peu plus loin que justement compter juste les termes qui sont utilisés sur Internet. Il y a toute une branche assez dynamique de ce qu'on appelle l'analyse textuelle, qui va utiliser, c'est quelque chose d'assez ancien, mais qui maintenant peut se développer avec tout le matériel finalement de texte qu'on trouve, donc par exemple dans les réseaux sociaux ou dans les journaux. On a beaucoup les gens discutent, et on a donc une première analyse va être d'essayer d'extraire de tout ce matériel les termes qui sont les plus souvent utilisés, et ça, certains utilisent ça pour avoir des indicateurs avancés de l'opinion sur les sujets un peu à la mode. Donc c'est un peu l'idée de Google Trends, mais pas forcément seulement sur les requêtes Internet. Et puis on peut aller plus loin et faire ce qu'on appelle de l'analyse de sentiments. Donc l'analyse de sentiments, ça va être pareil, c'est-à-dire qu'on prend des textes et puis on va compter les termes qui sont les plus intéressants, dominants, et puis on peut les classer par rapport à ce qu'on on peut les classer en positif, neutre, négatif. Enfin, selon certains termes sont plutôt positifs, d'autres sont plutôt négatifs, et d'autres sont neutres. Et savoir si les termes positifs sont plus fréquemment utilisés que les termes négatifs dans le corpus de texte qui nous intéresse, ça donne une idée du sentiment général du texte. Donc ça c'est une intuition qui a été mise en œuvre par des chercheurs de l'INSEE qui ont utilisé pour prévoir, cette fois-ci c'était pas le chômage mais l'emploi, et donc qui ont essayé de voir si on pouvait prévoir l'emploi en lisant le journal. Donc c'était un titre un peu provocateur, mais en pratique, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont analysé tout un ensemble de textes de la presse en ligne, dont ils ont juste scrappé. Donc scraper, c'est un terme qu'on traduit par moissonner, donc récupérer de l'information automatiquement qui est disponible sur Internet. Et puis à partir de ces articles de la presse généraliste, ils ont extrait donc les termes les plus fréquents qui avaient du sens, et ils les ont classés en fonction de, comme je le disais, plutôt est-ce qu'ils ont plutôt une connotation positive, une connotation négative. Donc par exemple, une connotation positive, c'était croissance, bonne perspective, emploi, embauche, etc. Et puis des termes plutôt négatifs comme crise, dépression, licenciement, etc. Et puis, en comptant ceux qui étaient je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est construit, mais ils ont construit ce qu'ils ont appelé un indice de sentiment médiatique qui correspondait au fait que à ce moment-là, dans la presse, à cette date-là, ce qui prédominait, c'était plutôt des termes positifs ou plutôt des termes négatifs. Et là, ce qu'ils ont après comparé, donc là, c'est sur ce graphique, on voit de 1991 à 2017. Donc la courbe bleue, ça correspond à ce qui est observé, donc l'emploi salarié marchand non agricole. Bon, c'est un peu technique, donc ces évolutions sur cette période. Et puis les courbes noires et rouges, enfin je rentre pas dans le détail, mais ça correspond à cet indice de sentiment médiatique. Donc là uniquement en noir, uniquement pour
les termes qui ont qui ont trait à l'emploi et sur lesquels on observe effectivement des évolutions. Voilà. Alors, du coup, on peut dire que clairement, Internet et les données d'Internet sont des outils de prédiction, hein. Vous nous avez montré, on peut prévoir tout un tas de choses, le chômage, l'emploi, pardon. Et tout à l'heure, vous donniez d'autres exemples de cas concrets de la vie quotidienne que vous vouliez développer, il me semble, quand vous parliez avec les data. Oui, tout à fait. Donc là, effectivement, là, je suis restée un peu sur les données Internet, donc emploi, etc. Comme je disais tout à l'heure, il y a d'autres sources importantes de big data qui sont donc là en particulier les données de téléphone issues de capteurs et donc là en particulier les données de téléphonie mobile. Et donc là, l'intuition, c'est quoi? Vous le savez sans doute, vos smartphones, vos téléphones, pour communiquer, se connectent automatiquement à des antennes, et même y compris quand vous ne l'utilisez pas, ils se connectent en permanence ou presque, enfin en tout cas très fréquemment à l'antenne la plus proche. Et donc ces antennes, elles sont disséminées sur tout le territoire national et ça permet donc, elles permettent de constituer un maillage assez très précis du territoire. Donc là, on l'a représenté donc on voit qu'il il y a plus c'est noir, plus c'est qu'il y a d'antennes, donc au plus on a et chaque zone correspond à la zone la plus qui est couverte par une antenne. Alors c'est pas la zone couverte physiquement et réellement, mais en tout cas en théorie c'est les zones les plus proches des antennes. Et donc ça peut. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? C'est que donc on a donc votre téléphone encore une fois se connecte automatiquement à l'antenne la plus proche et donc en comptant le nombre de connexions à cette antenne, on peut savoir de manière très très fine, puisque là encore une fois on parle vraiment de zones géographiques très très fines, le nombre de personnes qui étaient sur cette zone à ce moment-là. Donc là, quand je parlais tout à l'heure de granularité, on est vraiment sur cette dimension qui est que, en général, c'est compliqué de mesurer de manière très très fine. Ça va être souvent à des échelles administratives, alors que là, on va avoir des mesures très fines de ce qui se passe. Et puis également, vous pouvez avoir des mesures des déplacements. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été utilisé par l'INSEE au moment du dernier confinement. Donc pour calculer assez vite les mobilités pendant le premier confinement. Donc là vous avez cette carte qui montrait l'exode de certains, en particulier des Parisiens. Donc là en vert c'est les zones qui ont beaucoup perdu de personnes pendant le premier confinement, entre le début du entre le début mars et puis la fin mars. Et donc là, c'est en fait ce qui est représenté ici, c'est Paris. Donc vous voyez que cette zone verte a été c'est beaucoup vidée. Et puis en rouge, c'est les endroits où ces gens où on a observé au contraire plus de monde que d'habitude sur ces zones. Là, si on raffine un peu, il y avait une étude qui a été ensuite centrée sur où sont allés les Parisiens. Donc, on voyait que c'était plutôt là où ils avaient des résidences secondaires. Donc, plus c'est la zone, plus c'est foncé, plus c'est le nombre de résidences secondaires qu'on trouve dans ces zones. Et puis, en vert, vous avez là, là où les gens sont allés, où les Parisiens sont allés. Donc, voilà, on a cette division. Et dans l'autre sens, on pouvait voir le retour. Est-ce que suite en mai, en juin plutôt, est-ce que les gens sont prêts? Donc on a vu des mouvements dans l'autre sens, mais nettement moins forts. Dans vos exemples, on sent bien que les big data ont été sacrément utilisés là depuis le début de la crise sanitaire, on va dire. Et du coup, est-ce que je peux me permettre un peu de façon provocatrice de vous demander si ces big data et donc Google aujourd'hui, est-ce qu'il en sait plus sur les Français que l'INSEE
Oui, alors là, ces données étaient issues de l'INSEE, mais effectivement, il y a beaucoup d'autres. Enfin, je n'ai pas cité. Il y avait des données qui ont été utilisées par la Banque de France de Google Mobility, qui est regardé ce qui s'est passé, les déplacements des Français pendant le deuxième confinement, à quels horaires. Mais effectivement, je pense que, alors, je me laisse, je répondrai plus tard à la question Google. Mais il y a effectivement une raison pour laquelle, pendant la crise sanitaire, ces big data ont été beaucoup plus utilisés. Alors, j'ai cité ces données de téléphonie mobile, mais l'INSEE a aussi très vite communiqué à partir de données de consommation électrique fournies par EDF, les données de caisse issues des prix que je citais tout à l'heure, parce que très clairement, le déclenchement de la crise sanitaire, le premier confinement l'année dernière, c'est un moment sur lequel on a eu besoin très vite d'informations. La situation a changé très très vite et sur le marché de l'emploi, on a bien vu les conséquences que ça avait. On avait besoin d'avoir très vite des informations sur ce qui se passait. Et ça, mettre en œuvre des nouvelles enquêtes pour mesurer ça, c'était quelque chose qui était sur lequel on n'avait pas forcément, ça a été fait aussi, mais on avait envie d'avoir le plus vite possible toutes les informations disponibles. Et ça, typiquement, les big data, ont vraiment apporté quelque chose parce que on a cette notion d'actualité au sens des 7 critères que je définissais en introduction sur la qualité statistique. C'est elle permettait d'avoir très vite des informations. C'était important. Alors après, par contre, et là, je pense que, pour revenir sur est-ce que Google en sait plus que l'INSEE, je pense qu'il y a quand même beaucoup de limites à l'utilisation de ces données par rapport à ce qu'on veut mesurer. Donc je reviens sur mes critères, donc l'exactitude, la clarté, la comparabilité. Donc l'exactitude, d'abord, ça veut dire qu'on mesure bien ce qu'on veut mesurer. Et le problème, c'est que quand on utilise par exemple des mesures qui sont basées sur les recherches Internet, ça veut dire qu'on exclut de fait toutes les personnes qui n'ont pas Internet et ou qui ne l'utilisent pas de manière courante. Et il y en a pas, ça dépend des générations, mais il y a aussi encore beaucoup de gens qui n'utilisent pas Internet de manière régulière. Quand on parle de la clarté, donc de savoir si ce qu'on mesure est bien compris, il y a vraiment une question qui est que toutes les mesures dont on parle là, c'est des mesures indirectes de ce qui nous intéresse. C'est-à-dire qu'on part du principe que le fait que les gens fassent des recherches Internet, ça a traduit un certain comportement. Mais donc, la question est de savoir si le lien qu'on fait entre cette recherche Internet et puis la réalité du phénomène qui nous intéresse, est-ce que ce lien est toujours le même? Et en fait, l'expérience a montré que non. On peut penser que, typiquement sur mon exemple des allocations chômage, s'il y a une réforme de l'allocation du système d'assurance chômage, comme c'est le cas maintenant, beaucoup de gens vont faire des recherches parce qu'ils s'intéressent à la question, que c'est dans le débat public, mais c'est pas parce que forcément ils ont perdu un emploi. Et donc ce lien qu'on va avoir entre le fait de faire cette recherche et puis la réalité d'être au chômage, on le perd. Et donc, on perd vraiment, encore une fois, quand je parlais d'avoir ce langage commun, cette comparabilité, qui permet une comparabilité, on la perd complètement. Et on a un exemple que je voudrais finir un peu sur cet exemple. Donc, à partir l'idée de Google Trends, c'est quelque chose qui est, d'utiliser ces données pour mesurer quelque chose. Alors, je sors un peu du champ social, mais qui a été lancé par Google à la fin des années 2000. Ils avaient utilisé cette intuition, donc d'utiliser les requêtes des internautes pour mesurer la progression des épidémies de grippe. Donc ils avaient mis en œuvre un outil qui s'appelait Google Flu, donc Google Grippe, et qui était vraiment sur cette idée que quand on commence à se sentir pas très bien, on fait des recherches sur les courbatures, le mal de tête, etc. Et effectivement, cet outil donc pouvait être utilisé avait été présenté comme une manière d'un indicateur avancé de la grippe, de l'étendue des épidémies de grippe saisonnières. Et donc ça a été très, il y a eu un fort effort de communication là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que ça marchait la plupart du temps, mais il y avait aussi des fois où ça marchait pas du tout. Ça n'a pas permis de repérer l'épidémie de grippe H1N1, par exemple, où il y a eu une fausse alerte en 2013 dans une
dans une région, parce que il y a plein d'autres raisons pour lesquelles les gens peuvent faire des recherches. Et comme on ne maîtrise pas le lien entre le comportement qu'on mesure par ces informations indirectes, par ces signaux indirects, et puis la réalité du comportement qui nous intéresse, on a un risque de capter quelque chose qui n'est pas correct. D'ailleurs, Google a arrêté d'alimenter son outil Google Flu en 2015, et puis, à ma connaissance, il n'a pas communiqué sur un Google Covid récemment, malgré l'épidémie qui nous frappe. Donc, ça me montrait quand même que c'était quelque chose qui était pas complètement pertinent. Voilà. Donc, je ne pense pas que Google en sait plus que l'INSEE, même si, encore une fois, il ne faut pas négliger ces données. Bon, juste pour conclure peut-être sur mon exposé, j'espère ne pas avoir été trop longue et trop rapide. Forcément, on résume beaucoup et il y a des notions qui peuvent être peut-être compliquées, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que, encore une fois, c'est important ces chiffres, ces statistiques sont des données importantes pour le débat public, mais c'est aussi indispensable, encore une fois, de parler un langage commun et d'avoir une bonne compréhension de ce qui est mesuré, de ce qui est donné dans chacun des chiffres qu'on utilise. Et donc, les big data, c'est des outils qui peuvent être pertinents et intéressants dans certaines situations pour compléter les informations, mais encore une fois, il faut être vigilant, d'une part sur leur utilisation en termes de secret, de respect de la vie privée, mais ça on en a parlé tout à l'heure, mais au-delà de ça, même sous en étant sûr que c'est bien le cas, c'est quelque chose qui, en termes de mesure de la connaissance, et à manier avec précaution pour être sûr de ce qu'on mesure. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, et puis si vous avez des questions, je serai très heureuse d'y répondre. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je vais aller chercher les quelques questions que nous avons reçues. Le temps de les récupérer. Peut-être une question que j'ai juste après votre dernière slide. Est-ce que l'utilisation de ces données Internet, est-ce que finalement ça limite l'utilisation d'autres données? Est-ce que l'énorme capacité quand même de ces mêmes par analyse secondaire, comme vous disiez, etc., est-ce que ça, pour le dire grossièrement, ça donne des mauvaises habitudes ou ça enlève d'autres habitudes ou d'autres pratiques de statistiques qui pourraient être développées sinon s'il n'y avait pas ces outils du big data? Je ne sais pas si ça fait qu'on a moins de choses. Je pense qu'il y a c'est des données qui vont être complémentaires à certaines grandeurs, mais on ne peut pas se passer totalement comme je le disais tout à l'heure, d'être au clair sur ce qu'on mesure précisément, parce que sinon on a toujours le risque de mal interpréter des évolutions qui seront parce qu'on ne comprend pas bien ce qu'on mesure quand on utilise ces données. Je prends l'exemple de la téléphonie mobile par exemple tout à l'heure. J'ai pris pour l'utiliser le Google Flu, mais la téléphonie mobile c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on peut avoir des indications sur là où les gens sont présents, etc. Mais ça reste très grossier au sens où par exemple on peut pas savoir qui sont est-ce que c'est plutôt des cadres, quel est l'âge des personnes, etc. Donc ça reste des données qui sont très grossières, même si c'est intéressant en soi d'avoir les flux de population. Et puis par ailleurs, ça va être aussi les mesures qu'on va avoir vont dépendre de la manière dont les gens utilisent leur téléphone, et ça peut évoluer avec le temps. Et on ne sait pas. Je pense qu'il y a 20 ans, personne n'imaginait que tout le monde aurait des smartphones par défaut, et on ne sait pas dans 5 ans qu'est-ce qui sera la norme, ça évolue très vite. Et donc, dans cette idée d'avoir des données comparables dans le temps, et puis de pouvoir encore une fois être au clair sur qu'est-ce qu'on mesure et qu'est-ce qu'on a, c'est important d'avoir des outils qui sont maîtrisés pour ces dimensions-là. J'espère que ça répond à votre question. Oui, tout à fait, oui, ça... Très intéressant d'imaginer les statisticiens chercher des nouvelles méthodes de compréhension de ces outils, mais qui bougent très très vite, plus vite peut-être que le temps de recherche sur ses propres outils, ce qui est
C'est quand même captivant, je trouve. Alors, pour prendre les questions du public, merci pour vos questions sur YouTube. Une question de tout à l'heure, au tout début de votre présentation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas finalement beaucoup plus de chômage qu'indiqué? Je rajoute, mais je suppose que c'est ce que veut dire notre auditeur dans les sondages ou dans les médias, plus qu'indiqué dans les chiffres qu'on peut recevoir, nous, publics. C'est exactement la notion en fait qu'il y avait dans cette. Ça dépend ce qu'on appelle chômeur, et donc effectivement c'est un peu lié à la définition restrictive du chômage au sens du BIT, qui a l'avantage d'être clos, mais qui n'englobe pas tout un ensemble d'autres situations, et donc c'est pour ça que ce qu'on appelle le halo du chômage, qui est aussi publié, est une information importante pour qualifier les personnes qui n'ont pas d'emploi et qui correspondent pas à cette définition. Donc c'est pour ça que, alors effectivement, souvent même si ces chiffres sont disponibles, enfin si on regarde les publications de l'INSEE par exemple qui publient le taux de chômage au sens du BIT, on a les différents indicateurs sont disponibles, mais il y a une focalisation du débat médiatique sur certains chiffres, mais c'est important d'avoir encore une fois une définition plus large. Pareil sur les catégories, enfin quand on regarde les chiffres, donc les catégories, les chiffres issus des sources administratives, donc de Pôle emploi, donc les demandeurs d'emploi en fin de mois, les DEFM, ce qui est publié, c'est souvent ce qu'on appelle les catégorie A, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont pas du tout travaillé et qui sont disponibles pour occuper un emploi, enfin et surtout qu'on fait des démarches actives. Et il y a plein d'autres catégories dans Pôle emploi, et donc si on peut vouloir aussi, enfin qui correspondent aussi à d'autres situations. Donc encore une fois, l'important, c'est d'avoir, il est difficile de résumer une situation qui est forcément multiforme et complexe par un seul chiffre. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'il est important pour chaque situation d'être clair sur qu'est-ce qu'on mesure et sur chaque mesure sur le concept, mais aussi d'être au clair sur les limites de ces concepts et de pouvoir avoir des indicateurs complémentaires qui permettent d'avoir une vision plus complexe d'une réalité complexe. Et donc, pour préciser encore, puisque cette question semble être revenue en ligne plusieurs fois, est-ce qu'on peut considérer certains jobs temporaires, ou est-ce que vous avez des exemples de types de jobs temporaires qui seraient considérés, qui rentreraient dans les cas du chômage? Alors, il n'y a pas, encore une fois, pour moi, c'est plutôt, ça dépend ce qu'on appelle le chômage. Donc, si c'est le chômage au sens du BIT, et à quel moment, un job temporaire qui a lieu il y a 15 jours et la personne, quand elle est interrogée sur la semaine précédente, ne l'a pas travaillé, elle sera considérée comme chômeuse parce que au moment où on considère la période, elle était sans emploi. Mais après, on sait qu'il y a des emplois temporaires qui sont vraiment une mesure de la précarité, et des personnes qui voudraient ou qui ne travaillent pas autant qu'elles le souhaiteraient. Et donc ça, encore une fois, c'est quelque chose qui ne va pas être capté par le chômage au sens du BIT, mais qui va être capté par d'autres indicateurs comme le sous-emploi, ou encore une fois, c'est aussi pour ça qu'il est important, surtout effectivement, compte tenu du développement de ces formes d'emploi très précaires, d'avoir d'autres sources qui permettent de mesurer, par exemple, l'alternance des périodes d'emploi et de chômage. Donc, il y a d'autres sources de mesure. Je pense que le danger, c'est de se focaliser sur un chiffre et de le sacraliser comme la réalité. L'important, c'est d'être au clair sur ce qu'on mesure. C'est compliqué. Il y a plusieurs concepts, et donc il faut se donner des références pour savoir de quoi on parle, mais ne pas se limiter à ce chiffre comme source ultime le dernier mot sur la réalité. Il faut avoir une vision, encore une fois, par différents angles pour capter quelque chose qui est forcément mouvant et compliqué. Un conseil très important qui me semble à garder en tête. On va essayer de se le répéter. Et alors, encore une dernière petite question que j'ai notée. Comment est-ce que vous expliquez la défiance actuelle, de façon générale, envers les instituts de mesure, les instituts de sondage?
Alors, la défiance actuelle, elle est pas, enfin, je pense qu'elle a toujours existé d'une manière générale. En particulier, je pense, enfin, et elle n'est pas si présente que ça. Après, si on en mesure des, enfin, en tout cas, l'INSEE, enfin, il y a des controverses régulières, mais bénéficie plutôt d'une cote plutôt positive d'après mes derniers. Enfin, la dernière fois que je m'étais intéressée à la question, mais ceci dit, il y a une vraie dimension qui est un peu ce que je disais en introduction sur la différence entre le ressenti d'une situation personnelle et de ce qu'on observe, et puis la mesure à grande échelle de quelque chose qui peut être ne pas correspondre exactement à son ressenti personnel et qui n'est pas pour autant faux. Et par ailleurs, encore une fois, sur la difficile compréhension enfin de concepts qui sont parfois plus complexes que ce que le sens commun peut en percevoir. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du chômage, parce que le chômage est particulièrement peut-être l'un des concepts qui peut paraître à la fois le plus simple et le moins, enfin, mais qui par ailleurs, dès qu'on rentre un peu dans les détails, conduisent à se poser beaucoup de questions sur quelle est la frontière exacte entre les différentes catégories. Mais on a beaucoup d'autres illustrations, et en particulier, je pense que, à ma connaissance, un grand débat qu'il y a eu au tournant des années 2000, qui était sur l'inflation et sur le fait que les chiffres fournis par l'inflation sur du coût de la vie par l'INSEE ne reflétaient pas ce qui se passait et lié. Alors il y a eu beaucoup d'études sur le sujet dont je ne suis pas une spécialiste, mais l'une des mesures, c'est que effectivement on a l'indice des prix qui est fourni par l'INSEE agrège beaucoup de choses. Dont tous les achats qui peuvent être faits. Donc on mesure avec un seul chiffre une multitude de choses, mais ce dont les gens ont le plus ressentent le plus, c'est ce qu'ils achètent très régulièrement, comme des biens de consommation courante, l'alimentaire, enfin la baguette de pain, c'est l'exemple que je donnais, mais ils achètent moins souvent des voitures ou des ordinateurs, par exemple. Et du coup, on a ce qu'on voit, c'est les augmentations sur les biens qu'on achète très souvent, et on voit pas forcément l'effet que d'autres biens qui constituent pourtant une référence aussi, ont moins augmenté, et donc on peut avoir cet écart. Très bien, j'espère que ça répond à vos questions. Auditeurs, auditrices, si vous avez encore des questions, on a encore quelques minutes en ligne. Je n'ai pas reçu de nouvelles questions. Je vérifie dans mes tablettes. Mais vous avez encore le temps de nous poser une ou deux questions en ligne si vous le souhaitez. Bon, a priori, vous semblez avoir répondu à toutes les questions. Pauline Livor, merci. Merci pour cette présentation. Merci à vous tous qui nous suivez, qui nous avez suivis jusqu'au bout. Merci à ma collègue au chat ce soir et à mes collègues techniciens pour le direct sur YouTube.